j'ai créé cette structure il y a maintenant 15 ans. On a fêté notre anniversaire au mois de décembre dernier. J'ai petit à petit intégré une équipe très performante qui est associée aujourd'hui. Donc j'ai des associés depuis 10 ans pour les plus anciens ou anciennes et 7 ans, 5-7 ans pour les plus récentes. Voilà. Donc il y a dedans Cécile Escape, Marianne Hurly, Véronique Lanceau-Lousteau, Florian Bertha. Ce qui fait la force de l'équipe SMBG justement, c'est d'être très soudée et d'exister depuis longtemps. Moi j'ai créé SMBG en sortant des études, j'avais 25 ans. J'ai fait Assas, Sciences Po et Dauphine et le SCP en stratégie, mais je sortais de Dauphine quand j'ai créé SMBG. Et c'est vrai qu'au départ on l'a créé le cabinet de conseil et ensuite on est parti vers l'édition en 2002 sur internet et en 2004 avec le papier. Donc on est rentré en bourse en 2007 pour l'extension internationale. Et aujourd'hui SMBG c'est la marque française, mais il y a une marque qui est encore plus connue au niveau mondial, c'est Eduniversal. Et donc un jour SMBG va être appelé à disparaître en tant que marque et être remplacé en France par Eduniversal. C'est un système mondial d'éducation aujourd'hui concentré sur les business schools, mais qui demain va s'étendre à d'autres périmètres, donc notamment les universités scientifiques, techniques, et puis les universités de droit. Ça concerne 153 pays. Aujourd'hui, 1000 business schools sont référencés dans ces 153 pays. Et il va y avoir un classement des meilleurs masters par région, la planète Terre étant divisée en 9 régions, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord hors Mexique, l'Océanie, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale. C'est une analyse matricielle. On a une analyse verticale par pays, c'est-à-dire qu'on fait des classements d'institutions par pays. Et on attribue des palmes pour qu'on puisse comparer une université de 2 pays différents. Donc vous avez les palmes d'Universal, qui sont au nombre de 5. Donc, sur les 1000 business schools, vous avez le top 100 qui a 5 palmes. Ensuite, les 200 suivantes, 4 palmes. Après, vous avez le ventre mou qui a 3 palmes, il y en a 400. Et ensuite, 200 qui ont 2 palmes et 100 qui ont 1 palme. Mais celles qui ont 1 palme sont des universités qui, le plus souvent, sont des universités monopolistiques dans leur pays. Et donc, d'avoir 1 palme, c'est presque encore plus fort pour certaines d'entre elles que d'en avoir 5 dans les pays occidentaux. Parce que ça veut dire que vous allez attirer toute la compétence chez vous. Et c'est les énergies les plus compétentes, les gens les plus dynamiques qui vont après pouvoir partir à London Business School, à HEC, à Harvard ou ailleurs. En fait, on est même un très gros facilitateur des mouvements d'étudiants à travers le monde. Puisque ça permet, ça aide, les universités sont aidées dans leur recherche de partenariat. Donc chaque année, on fait une convention dans le cadre de laquelle la Convention mondiale est universelle. Elle a eu lieu à Paris l'année dernière, à la Sorbonne, et cette année, enfin l'année d'avant, donc en 2008 à Paris. Et en 2009, donc il y a quelques mois, elle a eu lieu au Cap en Afrique du Sud. Et elle aura certainement lieu à Prague, en tout cas en Europe de l'Est, c'est sûr, cette année, et à Shanghai l'année suivante. Donc on change de lieu, on aide les écoles et les universités à se rencontrer entre elles et à déterminer des partenariats. Autant il est facile de connaître le top 20 américain ou le top 10 britannique ou français, autant ça devient plus difficile quand il faut sortir la meilleure business school albanaise ou guatémaltèque ou gabonaise. Et donc en fait, Eduniversal est un système qui a d'abord permis d'identifier les meilleures universités de la planète et ensuite de les mettre en réseau. Après, derrière, il y a 2 autres acteurs qui sont intéressés à l'histoire. C'est d'abord les étudiants qui veulent rentrer dans les meilleurs. Je veux poursuivre mes études en Hongrie demain. Ok, mais dans laquelle? Alors je vais sur Eduniversal, je vois lesquels sont sélectionnés et après je regarde le rang de classement pour voir laquelle j'ai envie d'intégrer prioritairement. Et le rang de classement est déterminé par un vote mondial des deans de toute la planète. C'est-à-dire que tous les présidents d'université de la planète vont se prononcer sur les meilleures universités par pays. Donc c'est la somme de la connaissance de tous ces gens-là qui sont dans le système qui est finalement qui compose le système vertical et d'Universal. Donc le classement par pays se fait grâce à ce vote qui ressemble un peu à un ballon d'or France Football, mais pour les amateurs de foot, mais c'est assez bien de le décrire comme ça parce que ça permet de voir la portée de la chose. Sur l'ordonnancement par pays, en fait le critère que l'on retient, finalement, c'est la reconnaissance internationale de l'institution ailleurs dans le monde, puisqu'on n'a pas le droit de voter pour soi-même. Donc finalement,
Même dans son propre pays, on peut voter, mais on ne peut voter que pour les autres, et pas pour soi-même. C'est super intéressant. Et on a un taux de participation qui est très élevé. Il faut savoir que le taux de participation des DIN au vote l'année dernière était de 31%, et là, cette année, on doit dépasser 40%. 40%, ça commence à devenir un système démocratique qui marche très fort. 88 pays avaient voté en 2009, là, on pense dépasser une centaine de pays. Cette année, par exemple, l'Italie et Israël votent pour la première fois. Ils avaient un peu mis mis un peu le pied sur le frein, et là, ils y viennent massivement. En 2009, les Chinois ont été 12. Il y a eu 12 présidents d'universités chinoises qui ont participé au vote. Ce qui est énorme par rapport à la culture qui peut être la leur. Et il y a des pays qui sont des pays qui ont des réputations un peu d'obscurantisme, qui jouent le jeu à fond. Donc finalement, notre objectif avec les Universal, c'était de créer une sorte de Coupe du Monde de l'éducation dans laquelle tout le monde pouvait jouer et sans parti pris. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les données politiques, on ne rentre pas dans les données géostratégiques. On est là juste pour enseigner des étudiants qui, eux, veulent simplement poursuivre leurs études. Et il faut savoir que, pour en revenir aux concurrents, vous avez de la notation très connue au niveau mondial, c'est celle du classement de Shanghai, et puis celle du FT. Mais ce qui a toujours été reproché au Financial Times, le FT, c'est d'être très partial, c'est-à-dire vous avez 80% des formations classées qui sont anglo-américaines, traditionnellement, et ça, bon, le monde n'étant pas qu'anglo-américain, ça pose un problème de fond. Et d'Universal porte bien son nom, puisque dans Universal, il y a le mot universel. Et c'est ça qu'on doit retenir, c'est-à-dire que tout le monde la joue. Ça veut dire que, bien sûr, en pratique, ça paraît difficile que demain, les îles Féroé gagnent la Coupe du Monde des Business Schools, mais en tout cas, en théorie, c'est possible. Et on retient toujours, on le relie au foot parce que c'est vraiment un exemple très intéressant, puisque je donnais l'exemple dans la première convention mondiale, l'exemple du Cameroun à la Coupe du Monde 82. Le Cameroun avait réussi à tenir en échec les grands pays de football, ce qu'étaient à l'époque l'Italie, la Pologne et le Pérou. Et tout le monde avait souri en disant oh, c'est fantastique, ils ont réussi à les tenir en échec. Bon, ils ne sont pas qualifiés, mais quand même, c'est pas mal pour les Africains. Et en 2010, c'est-à-dire pas longtemps après, 28 ans plus tard, on se demande comment on va les empêcher de gagner la prochaine Coupe du Monde. Et c'est à ça aussi qu'on voulait arriver, c'est-à-dire montrer quels sont les pôles de compétences dans des pays jusqu'ici assez ignorés en Occident. Le classement est Universal, il sort les 153 classements des 153 pays, comme ça, là, brutalement, avec une aura internationale, puisque c'est le classement du monde entier, réalisé par le monde entier. Donc ça veut dire que les Roumains, ils vont sortir dans leur journal le classement roumain, ils vont dire voilà la meilleure université reconnue dans le monde entier. Les Mexicains ont pris le classement en une de leur magazine, de leur journal quotidien El Norte, et ils ont mis le classement en première page. Parce que le classement est Universal, il sort les 153 classements des 153 pays, comme ça, là, brutalement, avec une aura internationale, puisque c'est le classement du monde entier, réalisé par le monde entier. Donc ça veut dire que les Roumains, ils vont sortir dans leur journal le classement roumain, ils vont dire voilà la meilleure université reconnue dans le monde entier. Les Mexicains ont pris le classement en une de leur magazine, de leur journal quotidien El Norte, et ils ont mis le classement en première page. Et ils étaient très fiers d'avoir eu plus de votes que certaines universités texanes. L'influence des Universal, elle est très très forte partout dans le monde, mais elle est très active sur 3 zones prioritairement. L'Europe de l'Est, avec la Russie et tous les pays alentours qui voient dans Universal une possibilité aussi de montrer leurs compétences, leur savoir-faire et d'exister dans le jeu international de l'éducation. Même chose pour l'Amérique latine, et qui est très très dynamique, et même chose aussi pour l'Europe de l'Ouest. En fait, l'Europe de l'Ouest a un taux de participation au vote de 42%, l'Amérique latine 44% et l'Europe de l'Est 49%. L'Afrique 38% aussi. Donc finalement, ce sont des zones, alors pas l'Europe de l'Ouest, mais ce sont des zones qui étaient un peu ignorées jusque-là. L'Europe de l'Ouest étant quand même assez partageuse, finalement, a bien joué le jeu. Et on a des taux de participation aux États-Unis aujourd'hui qui dépassent 20%. En Australie aussi. Donc le monde anglo-saxon était un peu gêné parce que forcément on avait un avantage avec les supports existants. Donc il s'est dit là on va être obligé de vraiment jouer la Coupe du Monde. Quand la Coupe des États-Unis c'est la Coupe du Monde, bon bah vous ne sentez pas le besoin de jouer la Coupe du Monde. Mais s'il y a une vraie Coupe du Monde, bah, faut quand même la jouer. Et puis même si on est quasiment sûr de la gagner, mais il faut la jouer.
Ceci dit, si on la joue et qu'on la gagne, après on a plus de mérite que si on continue à jouer la Coupe des États-Unis.